Le marqueur grinça contre le tableau blanc avant de tomber au sol avec un bruit sec. Dans la salle de réunion, au mur de verre du siège d'Aerotech Industries à Manhattan, un dessin d'avion demeurait sous une tempête de réponses erronées. Des lignes se croisant avec d'autres lignes, des flèches se battant entre elles, des chiffres qui refusaient simplement de faire sens. Devant la table, le PDG milliardaire Jonathan Mitchell tenait sa tête entre ses mains. Ses larmes tombaient librement sur des documents valant des millions, sa voix tremblait comme une feuille au vent. « Nous avons 48 heures, dit-il, presque en murmurant. Si nous échouons encore, nous perdons les contrats, nous perdons tout. » La salle, remplie des meilleurs ingénieurs aéronautiques du pays, resta dans un silence sépulcral. Personne n'osait parler. L'air pesait comme du plomb, dense de l'odeur de l'échec imminent. Alors, une voix surgit de la porte, basse, ferme et complètement déplacée. « Je peux réparer ça !» Toutes les têtes se tournèrent comme des tournesols suivant le soleil. Debout à l'entrée se trouvait un homme noir d'environ 45 ans, portant un manteau usé et des chaussures couvertes de poussière des rues. Sa barbe était en désordre, ses cheveux rêches comme de la paille sèche. Il tenait contre sa poitrine un sac brun usé, comme si c'était son trésor le plus précieux. Les agents de sécurité bougeaient déjà, mais Jonathan leva la main. « Attendez !» Les gardes s'arrêtèrent en plein mouvement. Les yeux de l'étranger ne tremblèrent pas une seconde. Il regarda le dessin raté de l'avion, comme s'il s'agissait d'un vieil ami qui avait perdu son chemin. « Je peux réparer ça !» répéta-t-il, cette fois avec une confiance qui fit vibrer tout l'environnement. David Thompson avait 45 ans et vivait dans les rues de New York depuis 3 ans. Ce matin froid de décembre, il s'était réveillé sous l'auvent d'un immeuble abandonné dans le Bronx, alors que la ville bâillait encore paresseusement. La vapeur montait des bouches d'égout comme des fantômes urbains, et le bruit distant de la circulation résonnait entre les gratte-ciels comme une symphonie métropolitaine. David s'assit sur son morceau de carton, secoua son manteau et serra son sac brun. À l'intérieur se trouvaient les 3 seules choses qu'il avait réussi à garder en sécurité à travers tous les cauchemars. Un livre usé d'ingénierie aéronautique, une enveloppe avec d'anciens certificats, et un stylo à moitié vide. Il pressa le livre contre sa poitrine de la même façon qu'un enfant serre la photo de sa maison. Il se lava le visage au robinet public, regarda son reflet dans les ondulations de l'eau et tenta de sourire. Le sourire ne dura pas longtemps. Il marcha vers le quartier financier avec la foule matinale. Les lettres argentées sur le côté du grand immeuble attiraient toujours ses yeux comme un aimant irrésistible. Aerotech Industries. Il avait appris à passer lentement devant ce bâtiment, de la façon dont une personne affamée passe devant une boulangerie, moitié douleur, moitié espoir. Aujourd'hui semblait différent. Des personnes avec des badges couraient vers l'intérieur du bâtiment. Des caméras clignotaient dans le hall. Tout l'immeuble vibrait d'une énergie de panique. David se glissa par la porte ouverte, pas de manière furtive, juste discrète. De la façon dont vous marchez quand vous ne voulez pas perturber l'air autour de vous. Près du dernier étage, à travers le verre, il vit la salle de réunion. Il vit le tableau blanc couvert de mauvais chemins. Il vit Jonathan Mitchell se frotter les yeux et chuchoter à son équipe. 48 heures. Ces mots touchèrent quelque chose de profond chez David. Il connaissait ce chiffre. Il connaissait les comptes à rebours. Il savait comment une bonne équipe pouvait se perdre, un pas à la fois, jusqu'à finir dans un endroit où rien n'avait de sens. Il sentit une poussée intérieure. C'était silencieux, mais fort. Il resserra son étreinte sur le sac brun et fit un pas en avant. De retour dans la salle de réunion, Jonathan étudia l'étranger avec des yeux fatigués. « Qu'avez-vous dit ?»« Je peux réparer ça, » répondit David calmement. « Laissez-moi essayer. » Des murmures roulèrent autour de la table comme des vagues furieuses. « C'est de la folie, » dit un jeune ingénieur. « Que peut savoir ce type que nous ne savons pas ?» Mais les yeux de Jonathan étaient fatigués d'une façon qui le rendait courageux. Il fit glisser le marqueur sur la table. « Si vous gaspillez notre temps, » dit-il doucement, « vous gaspillez mon entreprise. Ne gaspillez pas. » La salle s'ouvrit de surprise. David entra,
Il sentait la poussière, le soleil et le papier vieux. Il n'expliqua rien. Il ne s'éclaircit pas la gorge. Il prit simplement le marqueur, se tourna vers le tableau blanc et resta immobile pendant 3 longues secondes. Puis il bougea. Il effaça 2 flèches furieuses qui se battaient l'une contre l'autre à travers l'aile. Il dessina une ligne propre, douce comme une rivière. Il entoura une petite boîte marquée AOA et écrivit à côté « Dérive du capteur sous vibration ». Il ajouta 3 équations courtes. Pas beaucoup, juste assez pour montrer un chemin. Il écrivit « Boucle de feedback réagit trop » et souligna une fois. Il dessina un petit visage souriant près de la queue. Pas pour être drôle, mais pour montrer où l'avion voulait la paix. « Que dites-vous » demanda quelqu'un. David parla en mots simples, comme s'il expliquait à un enfant. « Quand l'avion sent beaucoup de petites vibrations, ce petit capteur ici, il tapa sur la boîte AOA, pense que le nez est trop haut. Il panique. Le pilote automatique pousse le nez vers le bas trop rapidement. Les pilotes luttent contre ça. Ça devient un bras de fer. Il dessina un petit filtre comme une passoire. Nous diminuons la panique avec un filtre, alors le capteur écoute mieux. Nous apprenons au système à vérifier 2 autres assistants avant d'agir. Il marqua vitesse de l'air et vitesse verticale. Si les 3 sont d'accord, il agit. Si l'un crie tout seul, il attend. Il écrivit 3 étapes sur le côté. Filtrer le bruit. Vérification croisée des assistants. Main douce sur le nez. Main douce. Cela sonnait étrange et vrai à la fois. La salle changea du doute à une attention silencieuse. Les chaises se rapprochèrent. Les stylos cessèrent de tambouriner. Même le bourdonnement de la climatisation semblait écouté. Tandis que les ingénieurs travaillaient fébrilement pour tester la solution révolutionnaire de David, une question flottait dans l'air épais de la salle. Qui était réellement cet homme mystérieux qui avait transformé des mois d'échecs en espoir avec seulement quelques lignes au tableau? Et pourquoi ses yeux portaient-ils la sérénité de celui qui avait déjà affronté des tempêtes bien pires et survécu pour raconter l'histoire? La transformation de David Andrew fut presque comique à observer. En quelques jours, Jonathan Mitchell avait transformé le mendiant du pont en un cadre en costume italien. Cheveux coupés, barbe faite, chaussures qui coûtaient plus que ce que beaucoup de gens gagnent en un mois. Mais si vous pensiez qu'acheter des vêtements chers changerait la façon dont certaines personnes vous regardent, eh bien, vous n'avez clairement jamais travaillé dans une corporation américaine. Docteur Marcus Wellington observait chaque mouvement de David avec le type de dégoût qu'on ressent en voyant un cafard ramper dans la cuisine d'un restaurant 5 étoiles. À 38 ans, diplômé du MIT, PhD en ingénierie aérospatiale, Marcus avait été le Golden Boy d'Aérotech pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'un mendiant sale entre par la porte et résolve en 15 minutes ce que son équipe de Harvard et MIT n'avait pas réussi en semaines. « Vous avez vu d'où vient ce type ?» chuchotait Marcus dans les couloirs, toujours avec ce sourire condescendant que les hommes privilégiés maîtrisent depuis le berceau. Des rues, littéralement des rues. Jonathan perd la raison. Et le plus drôle, ça marchait. Les gens commencèrent à regarder David différemment. Pas avec le respect que sa solution brillante méritait, mais avec cette méfiance que les Américains blancs de classe moyenne réservent à tout ce qu'ils ne peuvent pas facilement catégoriser. Sûr qu'il n'a pas volé cette solution quelque part, était le type de commentaire qui circulait dans l'entreprise. Ça semble trop pratique, vous ne trouvez pas? David percevait tout. Chaque regard de travers, chaque conversation qui s'arrêtait quand il s'approchait, chaque sourire forcé qui cachait des tonnes de préjugés bien éduqués. C'était comme être en prison à nouveau, entouré de personnes qui avaient déjà décidé qui vous étiez avant même de vous connaître. Mais voici la différence. En prison, David avait été une victime. Maintenant, il avait quelque chose que des hommes comme Marcus ne pouvaient pas détecter, l'expérience de survivre quand tout le monde veut que vous échouiez. Et David commença à faire quelque chose que les personnes privilégiées n'apprennent jamais à soupçonner. Il commença à documenter absolument tout, chaque commentaire chuchoté,
chaque regard méprisant, chaque tentative subtile de sabotage. David avait appris pendant ces années dans la rue que la mémoire des gens est pratique. Ils oublient toujours leur propre cruauté quand ils sont confrontés. Mais les enregistrements ne mentent pas. La première opportunité réelle vint lors d'une réunion d'équipe la 3e semaine. David avait suggéré une amélioration du système de navigation, quelque chose de techniquement brillant, mais qui exigeait de reconnaître publiquement qu'un ex-mendiant avait trouvé encore une faille qu'ils avaient ignorée. Marcus se pencha en avant avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. « David, j'apprécie votre créativité, mais peut-être devrions-nous nous concentrer sur des solutions plus traditionnelles. Quelque chose que notre équipe a déjà testé, vous voyez. » Toute la salle devint silencieuse. C'était une de ces situations où tout le monde savait exactement ce qui se passait, mais personne n'allait le verbaliser. David acquiesça calmement. « Bien sûr, Marcus, la tradition est importante. » Ce que Marcus ne savait pas, c'est que David avait enregistré toute la réunion, et que sa suggestion créative était basée sur des données qu'il avait collectées pendant ses promenades nocturnes dans la ville, observant les modèles de vol à l'aéroport JFK que les ingénieurs de bureau ne prendraient jamais la peine de vérifier personnellement. La deuxième humiliation vint à la fête de Noël de l'entreprise. David était dans le coin, tenant un verre de champagne qui coûtait plus que sa nourriture de toute une semaine quand il vivait dans la rue, quand il entendit Marcus converser avec un groupe de collègues près de la table des amuse-gueules. « Regardez donc, » dit Marcus, gesticulant dans la direction de David, « le projet de charité de Jonathan. Bientôt, nous recruterons directement de Skid Row. Imaginez expliquer ça à nos clients. » Rire discret. Le type de rire que font les personnes éduquées quand elles veulent être cruelles, tout en gardant les apparences. « Il semble propre maintenant, » commenta une autre voix. « Mais on peut sortir l'homme du caniveau. Mais on ne peut pas sortir le caniveau de l'homme, n'est-ce pas ?» David continua à boire son champagne, apparemment indifférent à la conversation. Mais son téléphone, discrètement positionné dans sa poche, captura chaque mot. Ce qui brisa vraiment quelque chose en David fut la conversation qu'il entendit 3 jours plus tard. Marcus était au téléphone avec quelqu'un, probablement son père, le fameux docteur Robert Wellington du MIT, parlant de comment enquêter sur le background de cet imposteur et protéger la réputation de l'entreprise. « Ça ne peut pas être si simple, papa. Personne ne résout des problèmes complexes d'ingénierie aéronautique en vivant sous un pont. Il y a quelque chose qui cloche dans toute cette histoire. » David s'arrêta de marcher dans le couloir. Pendant un moment, il resta juste là, se souvenant de Sarah, son ex-épouse, qui avait détruit sa vie avec des mensonges et de la manipulation. Se souvenant des collègues de travail qui avaient cru aux accusations fausses sans même les questionner. Et maintenant Marcus, un autre homme privilégié qui ne pouvait simplement pas accepter que quelqu'un d'inférieur puisse lui être supérieur. Cette nuit-là, David s'assit à son nouveau bureau dans l'appartement que Jonathan avait fourni et ouvrit son ordinateur portable. Pas pour travailler sur des projets d'aérotech, pour travailler sur quelque chose de beaucoup plus personnel. Voyez-vous, ce que personne dans l'entreprise ne soupçonnait était que David avait appris beaucoup plus que l'ingénierie aéronautique pendant ses 15 années de carrière. Il avait appris comment les corporations fonctionnent vraiment, comment documenter les inadéquations, comment les égos fragiles opèrent quand ils se sentent menacés. Et principalement, il avait appris que la meilleure vengeance n'est pas émotionnelle. Elle est méticuleuse. David commença à créer des dossiers numériques, un pour chaque personne qui avait montré des préjugés, des sous-dossiers pour les enregistrements audio, les captures d'écran d'email, la documentation de chaque commentaire discriminatoire. Mais le dossier spécial, celui qu'il révisait chaque soir avant de dormir, était marqué simplement comme « Marcus ». Parce que Marcus avait commis l'erreur classique que les hommes privilégiés font toujours. Il avait complètement sous-estimé sa victime. Et David savait, avec la certitude froide de celui qui avait déjà tout perdu une fois, que des personnes comme Marcus ne comprennent qu'un langage, les conséquences publiques
et irréversible. La question n'était pas si Marcus tomberait, la question était si Marcus était préparé à découvrir que certaines personnes brisées se reconstruisent plus fortes, plus intelligentes et infiniment plus dangereuses qu'elles n'étaient avant. Les semaines suivantes furent comme regarder un film d'horreur au ralenti. Vous savez que quelque chose de terrible va arriver, mais vous ne pouvez pas arrêter de regarder. Marcus Wellington avait décidé qu'il n'était pas suffisant de simplement questionner les qualifications de David. Maintenant, il voulait la destruction totale. Le type de campagne que les hommes privilégiés exécutent avec la précision de chirurgiens et la cruauté de psychopathes. Ça commença subtilement. Des emails n'arrivaient pas accidentellement à David. Des réunions importantes étaient reprogrammées par erreur, sans l'avertir. Des projets étaient redistribués à d'autres ingénieurs au dernier moment, toujours avec des excuses plausibles. « Désolé, David », disait Marcus avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Jonathan a pensé qu'il valait mieux que vous vous concentriez sur des choses plus adaptées à votre niveau actuel. » Mais David ne survivait pas seulement, il étudiait. L'allié vint d'où David l'attendait le moins. Dr. Rebecca Stone, l'ingénieur senior qui avait testé sa solution le premier jour, apparut à son bureau un jeudi après-midi. À 52 ans, PhD de Stanford, elle portait le poids d'avoir été la seule femme noire en position de leadership à Aerotech pendant plus d'une décennie. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, regardant autour pour s'assurer que Marcus n'était pas dans les parages. Au café du coin, Rebecca fut directe. « Je sais ce que Marcus vous fait. Il m'a fait la même chose quand je suis arrivé ici il y a 12 ans. » David haussa les sourcils. « Et comment avez-vous survécu ?»« En documentant tout, chaque email, chaque commentaire, chaque réunion stratégiquement oubliée. » Rebecca sourit amèrement. « Marcus a un modèle. Il commet toujours les mêmes erreurs quand il se sent menacé. » Elle fit glisser une enveloppe sur la table. « Ce sont des copies d'emails qu'il a envoyées à son père au MIT à votre sujet. J'ai réussi à les obtenir grâce à un contact au département IT. » David ouvrit l'enveloppe et lut. Les emails étaient révélateurs. Le dîner était fixé à 19h au Le Bernardin, ce type de restaurant où une entrée coûte plus que le salaire minimum d'une semaine. Dr. Robert Wellington avait choisi l'endroit stratégiquement, assez public pour paraître respectable, assez privé pour une conversation franche sur l'avenir de David. Ce que Dr. Wellington ne savait pas était que David était arrivé au restaurant 2 heures avant. Pas pour dîner, mais pour installer un petit dispositif d'enregistrement sous la table. Rebecca avait obtenu l'équipement grâce à ses contacts au département de sécurité d'Aerotech. Pendant les 15 premières minutes, Dr. Wellington exécuta sa performance parfaitement. Des compliments subtils mélangés à de la condescendance déguisée. Votre solution technique était impressionnante, considérant vos circonstances limitées de formation. Bien sûr, dans des environnements plus rigoureux comme les universités que je connais, continuait-il, coupant le saumon avec précision chirurgicale. Nous exigeons une documentation plus robuste, une évaluation par les pairs, une validation par des comités spécialisés. Ce fut alors que David posa sa fourchette sur la table et sourit. Pas un sourire honteux ou reconnaissant, un sourire qui fit s'arrêter Dr. Wellington de mâcher. David dégaina son propre téléphone et montra l'écran. C'était un email de Dr. Wellington lui-même à Marcus, envoyé 3 jours auparavant. Le visage de Dr. Wellington commença à rougir alors qu'il lisait ses propres mots révélés. « Savez-vous ce qui est vraiment intéressant ?» continua David, sa voix toujours calme. « J'ai amené quelques autres personnes dîner aujourd'hui. » Dr. Wellington regarda autour et vit, aux tables proches, des personnes qu'il reconnut immédiatement. Jonathan Mitchell était assis 3 tables plus loin, accompagné de 2 hommes en costume qui étaient clairement des avocats. Rebecca Stone était au bar, apparemment buvant du vin seul, mais écoutant évidemment chaque mot. Et à la table à côté, filmant discrètement avec son téléphone, était Sarah Chen, journaliste d'investigation du New York Times. « Vous avez planifié ça ?»
chuchota Dr. Wellington, comprenant finalement. Vous aviez raison sur une chose, dit David, rangeant son téléphone. Certaines personnes ont besoin qu'on leur rappelle leur place. Vous vous êtes juste trompé sur qui? Dr. Wellington tenta de se lever, mais David continua à parler, maintenant assez fort pour que les tables proches entendent. Par exemple, la place de professeur qui utilise des positions académiques pour perpétuer le racisme systémique est peut-être dans une enquête fédérale sur la discrimination dans les institutions éducatives financées par le gouvernement. Les yeux de Dr. Wellington s'écarquillèrent, et la place de fils qui hérite de privilèges sans compétences est peut-être d'expliquer au conseil d'Aérotech pourquoi ils ont tenté de saboter l'employé qui a sauvé l'entreprise. David se leva, laissant un dossier sur la table. Ce sont des copies de tous les emails, messages et enregistrements des derniers mois. La journaliste là-bas a déjà sa copie. Les avocats de Jonathan aussi. Le bureau de David, au 20e étage d'Aérotech, avait une vue spectaculaire sur Manhattan. De la fenêtre panoramique, il pouvait voir jusqu'au pont où il avait dormi pendant 3 ans. L'ironie ne lui échappait pas. De mendiant observant l'immeuble de l'extérieur, à vice-président regardant la ville d'en haut. La plaque sur la porte disait maintenant « David Andrew Thompson, vice-président de l'innovation technologique ». Sa table était remplie de contrats internationaux. La solution qu'il avait développée était implémentée sur des aéronefs dans le monde entier. Boeing, Airbus, entreprises militaires, tous voulaient travailler avec le génie sorti des rues. Le magazine Fortune avait mis David en couverture comme l'un des 40 Under 40 Most Innovative Leaders. Le Wall Street Journal publia un profil de 3 pages intitulé « From Bridge to Boardroom, The Engineer Who Redefined Success ». Mais la meilleure partie n'était pas le succès professionnel. C'était la transformation personnelle. David avait épousé Rebecca Stone 6 mois avant, dans une cérémonie simple mais élégante. Jonathan avait été le témoin. Elle était enceinte de 3 mois, une fille qu'ils décidèrent d'appeler Hope, espoir. Marcus travaillait toujours 3 étages plus bas comme ingénieur senior. L'enquête fédérale avait résulté en changement profond à Aérotech. Nouveau protocole d'embauche, formation obligatoire sur la diversité et un programme de mentorat pour ingénieurs de communautés sous-représentés. Dr. Robert Wellington avait été licencié du MIT après une enquête interne. Ses emails racistes avaient circulé dans toute l'académie. Aucune université respectable ne voulait d'association avec son nom. Cet après-midi de vendredi, David révisait des propositions pour un nouveau centre de recherche quand Marcus frappa à la porte. « Entrez », dit David, sans lever les yeux des documents. Marcus entra hésitant, tenant un dossier. Son costume n'était plus italien. C'était un modèle basique de grand magasin. Ses cheveux étaient légèrement décoiffés. Le poids de l'humiliation avait pris son tribut. « J'ai apporté le rapport que vous avez demandé sur l'efficacité énergétique, » dit Marcus, posant le dossier sur la table. David le regarda finalement. « Merci. Comment vous sentez-vous » La question prit Marcus au dépourvu. Ces derniers mois, David avait été rigoureusement professionnel mais jamais cruel. Juste, mais ferme. Sincèrement, Marcus soupira. Humilié, détruit. J'apprends. David se renversa dans sa chaise. « Et qu'avez-vous appris » Marcus resta silencieux un long moment. « Que le privilège n'est pas la compétence, que j'ai confondu la chance avec le talent, que j'ai passé 38 ans à penser que je méritais tout ce que j'avais, alors qu'en réalité, j'avais hérité. Et que vous êtes un meilleur ingénieur que je n'ai jamais été ou ne serai jamais. Pas à cause des circonstances difficiles que vous avez affrontées, mais malgré elles. » David acquiesça. « Et pourquoi pensez-vous que je ne vous ai pas licencié » Marcus réfléchit. « Au début, je pensais que c'était pour m'humilier. Après, j'ai pensé que c'était de la bonté chrétienne. Maintenant, je pense que c'était pour me donner une chance de grandir. » « Correct. » David se leva et marcha vers la fenêtre. « Marcus, vous aviez tout ce dont je rêvais avoir. Éducation d'élite, famille stable, opportunités illimitées.
et vous avez gaspillé en tentant de détruire quelqu'un que vous considériez inférieur. Marcus baissa la tête. Mais la question n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez faire avec cette seconde chance. David se tourna vers lui. C'est pourquoi j'offre une opportunité. Il y a un poste dans notre nouvelle division au Kenya. Programme de développement technologique pour communautés rurales. Salaire décent, travail significatif, chance d'utiliser vos connaissances pour quelque chose de plus grand que votre ego. 10 ans après la première fois que David Thompson avait corrigé ce tableau blanc à Aérotech, il était à nouveau dans une salle de réunion. Seulement cette fois, c'était différent. Très différent. La salle était au 40e étage de la Thompson Tower, le gratte-ciel que son entreprise avait construit au cœur de Manhattan. De l'extérieur des fenêtres panoramiques, la ville s'étendait comme un tapis brillant, et là-bas en bas, presque invisible dans la distance, était le pont où il avait dormi pendant 3 ans. L'ironie ne cesserait jamais d'être délicieuse. David, maintenant âgé de 55 ans, cheveux légèrement grisonnants aux tempes, présentait à un public qui incluait les présidents de 12 des plus grandes entreprises aéronautiques du monde. Sa Thomson Aerospace Solutions était devenue synonyme d'innovation et de sécurité aérienne mondiale. « Messieurs, dit-il, pointant vers les données à l'écran, ces 10 dernières années, nos systèmes ont sauvé plus de 50 000 vies. Ce ne sont pas des chiffres abstraits. Ce sont des pères rentrant chez eux, des enfants grandissant, des rêves se réalisant. » Des applaudissements résonnèrent dans la salle. Mais David ne prêtait pas attention aux applaudissements. Il observait un homme spécifique dans la 3e rangée. Marcus Wellington, maintenant âgé de 48 ans, était assis avec d'autres directeurs de durabilité d'entreprises partenaires. Sa transformation avait été complète, pas seulement professionnellement, personnellement aussi. Après son retour du Kenya, Marcus avait épousé Amara, une ingénieure environnementale kenyane qu'il avait rencontrée pendant son travail là-bas. Ils avaient 2 filles, et Marcus parlait fréquemment de comment les expériences en Afrique avaient guéri son âme du privilège toxique. Dr. Robert Wellington. Eh bien, cette histoire a eu une fin différente. À 75 ans, il vivait seul dans un petit appartement dans le Queens, donnant des cours particuliers en ligne à des étudiants du secondaire. Ses anciens collègues du MIT avaient cessé de retourner ses appels depuis des années. Après la présentation, David descendit au 35e étage, où se trouvait ce qu'il considérait comme sa plus grande conquête, la Hope Thompson Academy, une école d'ingénierie entièrement gratuite pour jeunes de communautés défavorisées, nommée d'après sa fille Hope, maintenant âgée de 15 ans et montrant déjà un intérêt à suivre les traces de son père en ingénierie aéronautique. L'académie avait formé plus de 800 ingénieurs en 10 ans. Beaucoup travaillaient chez Thomson Aerospace elle-même, d'autres avaient fondé leurs propres entreprises. Certains étaient à la NASA, SpaceX, Boeing. Tous portaient une chose en commun, la compréhension que la compétence n'a pas d'adresse fixe. Cet après-midi, David révisait les candidatures pour des bourses quand son assistante, Janet, frappa à la porte. « Monsieur Thompson, il y a un appel international. C'est de Genève. »« Qui est-ce » ?»« Le comité du prix Nobel d'ingénierie. Quelque chose à propos d'une nomination. » David sourit mais secoua la tête. « Dites que je remercie, mais je ne peux pas accepter de nominations individuelles. S'ils veulent reconnaître mon travail, qu'ils reconnaissent toute l'équipe de Thomson Aerospace. » C'était une caractéristique que David avait développée au fil des années, ne jamais accepter de reconnaissance individuelle. Il insistait toujours que le vrai succès était construit collectivement. Ce soir-là, à la maison avec Rebecca et Hope, David regardait par la fenêtre de l'appartement de penthouse qu'ils avaient dans l'Upper East Side. La vue était magnifique, mais ses yeux trouvaient toujours le même point à l'horizon, le pont où tout avait commencé. « Papa, » dit Hope, s'approchant de lui, « raconte-moi encore l'histoire du pont. » C'était un rituel pour eux. Tous les vendredis, David racontait à Hope les 3 années qu'il avait passées dans les rues, pas comme une histoire d'apitoiement, mais comme une leçon sur la résilience. « Tu veux la version courte ou la longue ?» « Celle qui a la partie sur Marcus. »
David rit. Hope adorait la partie sur la transformation de l'antagoniste. Eh bien, Marcus était un homme qui confondait privilèges et compétences. Il pensait que parce qu'il était né dans un berceau d'or, il était automatiquement supérieur aux autres. Et alors, tu as montré qu'il avait tort? Pas exactement, ma fille. J'ai montré qu'il pouvait choisir d'être différent. La meilleure vengeance n'est pas de prouver que quelqu'un a tort, c'est de donner à cette personne la chance de choisir d'être meilleur. Hope acquiesça sérieusement. Et c'est pourquoi il travaille avec vous maintenant? Exactement. Parce que j'ai appris que détruire ses ennemis est facile, les transformer en alliés, ça, c'est vraiment puissant. Rebecca, qui écoutait depuis la cuisine, sourit. David était devenu une personne encore plus sage avec les années. L'homme qui avait dormi sous les ponts s'était transformé non seulement en PDG milliardaire, mais en mentor, visionnaire et principalement en preuve vivante que les circonstances ne définissent pas le destin. Le lendemain, samedi, David fit quelque chose qu'il faisait tous les mois depuis 10 ans. Il visita le pont où il avait vécu. Il y avait maintenant un petit parc là, avec des bancs et une plaque discrète, en mémoire de tous ceux qui ont perdu leur chemin mais ont trouvé la force de recommencer. David avait financé le parc anonymement, mais tous dans le quartier savaient qui l'avait fait. Il rencontrait fréquemment des sans-abri qui venaient là pour parler. Il l'écoutait toujours, parfois offrait des emplois dans son entreprise, d'autres fois validait simplement que leur vie avait de la valeur. Ce samedi spécifique, un jeune d'environ 25 ans s'approcha. Noir, maigre, portant un sac usé qui rappelait beaucoup celui que David avait porté des années auparavant. « Vous êtes lui, n'est-ce pas » demanda le jeune. « Le type qui dormait ici et qui est maintenant milliardaire ?» David sourit. « Je suis juste un type qui a appris que les ponts ne sont pas faits pour vivre dessous. Ils sont faits pour être traversés. J'ai étudié l'ingénierie chimique. J'ai perdu mon emploi, perdu mon appartement. Je suis ici depuis 2 mois. » David sortit une carte de sa poche. « Lundi, 9 heures du matin. Demandez, Janet. Dit que c'est à propos d'une opportunité de projet spécial. » Le jeune regarda la carte comme si c'était un objet magique. « Pourquoi faites-vous ça ? Parce que quelqu'un l'a fait pour moi une fois, et parce que le talent gaspillé est la plus grande tragédie qui existe. » Tandis qu'il marchait de retour chez lui, David réfléchit au voyage extraordinaire de sa vie. D'ingénieur militaire à prisonnier injustement accusé, de mendiant à PDG, de victime de racisme systémique à mentor de centaines de jeunes talentueux. La meilleure vengeance, avait-il découvert, n'était pas seulement de surpasser ceux qui l'avaient sous-estimé, c'était de créer un héritage qui rendait impossible pour d'autres jeunes talentueux de souffrir du même préjugé qu'il avait affronté. Dans la semaine précédente, David avait reçu une lettre manuscrite de Dr. Robert Wellington. 3 pages d'écriture tremblante, demandant pardon. « Je comprends si vous n'arrivez jamais à me pardonner », avait-il écrit. « Mais vous devez savoir que j'ai détruit ma propre vie, beaucoup plus que je n'ai jamais réussi à détruire la vôtre. Et tous les jours, je remercie d'avoir échoué. » David avait rangé la lettre dans un tiroir sans répondre. Certaines blessures guérissent mieux dans le silence. Quand il arriva chez lui ce soir-là, Hope étudiait pour un examen de physique avancé. À 15 ans, elle montrait déjà le même brillant que son père, mais avec quelque chose en plus, la sagesse de celle qui a grandi en comprenant que l'intelligence est une responsabilité, pas un privilège. « Papa, dit-elle, levant les yeux de ses livres, quand je serai grande, je veux construire des ponts, de vrais ponts. » David sourit. « Pourquoi ? Parce que vous m'avez appris que certaines personnes restent coincées d'un côté en pensant qu'elles ne peuvent pas traverser. Je veux construire des ponts qui montrent qu'il y a toujours un chemin vers l'autre côté. » À ce moment, David sut que sa plus grande conquête n'était pas l'entreprise milliardaire, ni les prix, ni la reconnaissance internationale. C'était d'avoir créé une fille qui comprenait que le vrai succès se mesure par la quantité de personnes qu'on aide à traverser leur propre pont.
2 ans plus tard, David reçut un email de Marcus du Kenya. Il y avait des photos d'écoles rurales où il avait installé des systèmes d'énergie solaire, d'enfants utilisant des tablettes éducatives que son équipe avait développées, de communautés entières avec accès à Internet pour la première fois. La dernière ligne de l'email disait « J'ai finalement découvert ce que signifie mériter quelque chose qu'on conquiert, au lieu de quelque chose qu'on hérite. Merci de m'avoir appris la différence. » David montra l'email à Rebecca tandis qu'il berçait Hope pour l'endormir. La petite de 2 ans avait hérité des yeux intelligents de son père et du sourire déterminé de sa mère. « Tu as fait la bonne chose, » dit Rebecca, l'embrassant sur le front. « Je ne l'ai pas fait pour lui, » répondit David. « Je l'ai fait pour elle. » Il regarda Hope. Pour qu'elle grandisse dans un monde où la compétence importe plus que le privilège, où les gens sont jugés par ce qu'ils contribuent, pas d'où ils viennent. Tandis qu'il mettait Hope au lit, David pensa au voyage extraordinaire de sa vie, du pont à la salle de conseil, du mépris au respect, de l'humiliation à la rédemption. La meilleure vengeance, découvrit-il, n'était pas de détruire ceux qui l'avaient blessé. C'était de construire quelque chose de si extraordinaire que cela rendait leur cruauté irrelevante. Marcus avait tenté de le détruire basé sur la couleur de sa peau et son origine sociale. Mais il finit par découvrir que la vraie supériorité ne se manifeste pas en tentant de diminuer les autres. Elle se manifeste en s'élevant soi-même et, quand c'est possible, en soulevant ceux qui sont tombés avec soi. David avait appris que la vraie victoire n'est pas de prouver qu'on est meilleur que ses ennemis, c'est de montrer qu'on est plus grand que leur haine. Et principalement, il avait découvert que certains ponts, même ceux sous lesquels on dort pendant des années, peuvent devenir les fondations pour construire quelque chose de beaucoup plus haut et significatif que toute personne qui l'avait sous-estimé n'aurait jamais pu imaginer. 10 ans après la première fois que David Thompson avait corrigé ce tableau blanc à Aérotech, il était à nouveau dans une salle de réunion. Mais cette fois, comme preuve vivante que les circonstances ne définissent pas le destin, que le talent véritable transcende l'origine sociale et que parfois les plus grandes victoires viennent non pas de la vengeance, mais de la transformation, la sienne et celle de ses anciens ennemis. La vengeance la plus douce de toutes, créer une nouvelle génération qui n'aura même pas besoin de se venger de quoi que ce soit, parce qu'elle grandira dans un monde où la compétence importe plus que la couleur de peau, où le talent est reconnu indépendamment de l'origine, et où les ponts existent pour unir, pas pour servir d'abri à ceux qui ont été exclus. Si vous êtes arrivé à la fin de ce voyage extraordinaire de dépassement et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que la vraie victoire n'est pas de détruire celui qui vous a fait du mal, mais de construire quelque chose de si grandiose que cela transforme le monde pour que d'autres n'aient jamais à passer par ce que vous avez vécu.